Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette chaîne Atypique Logos. Eh bien ça y est, c'est parti, on va dérouler cette succession de vidéos et de séries sur comment essayer de trouver des petites clés qui vont pouvoir nous aider dans notre quotidien en tant que personne atypique. Comme toute chose, moi je commence toujours par les définitions. Donc la définition de personne atypique, c'est qui ne répond pas au type habituel. Donc ça veut tout dire et rien dire. En sous-définition, on a difficulté à classer. En tout état de cause, moi je vais essayer de globaliser la personne atypique. J'ai essayé de regrouper en fait des fonctionnements que je pouvais retrouver chez différents types d'atypisme. Cette première série, ça va être d'essayer de comprendre son fonctionnement de personne atypique. Comprendre son fonctionnement sur plusieurs plans. D'abord, on va essayer de dédramatiser les choses. Pourquoi être une personne atypique, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que la raison la plus simple, c'est que tu es câblé de cette façon-là. La biologie, la nature a fait que tu as été câblé de telle façon que, ben voilà, à la base, c'est pas un problème d'être une personne atypique. Ce qui va être un problème, c'est dans le monde dans lequel on vit. Le décalage, il va souvent commencer à l'école, dans le système d'apprentissage, qui n'est pas du tout adapté pour nous. Notamment quand on a des troubles multiples. Tu peux avoir par exemple une hypersensibilité et une dyslexie. Donc ces multi-troubles en fait vont pas t'aider dans ton développement, surtout dans le milieu scolaire tel qu'il est fabriqué aujourd'hui, parce qu'on va pas chercher du tout à adapter le système pour ta personnalité, mais on va essayer de te forcer à essayer de comprendre quelque chose. Et j'ai envie de te dire, c'est là où on se gourde dès le départ, puisqu'on n'est pas fait pour ça et notre cerveau n'est pas câblé pour ça. Il y a beaucoup de personnalités atypiques aujourd'hui qui commencent à prendre la parole sur ce phénomène d'apprentissage à l'école, en disant oui, on va vous donner des AESH, des AVS, des choses comme ça pour aider l'enfant à essayer de comprendre ou à essayer d'écrire. Mais par exemple, quand on a un problème de dyslexie dysorthographique, on fait notre cerveau est câblé d'une certaine façon où on va confondre des mots, on va avoir des difficultés d'apprentissage, et c'est pas en ayant une personne supplémentaire avec nous qu'on va pouvoir répondre à cette problématique, puisqu'on est câblé comme ça. Pourquoi je commence par ça? Justement pour bien démontrer ici que déjà dès la base, on n'est pas gagnant. On n'est pas gagnant, mais ça reste une possibilité d'évolution à l'avenir. C'est pour ça qu'être une personne atypique, c'est pas un problème. On verra par la suite pourquoi la nature cristallise ces personnes atypiques et quel est le bien commun et l'intérêt d'avoir des personnes atypiques dans son entourage. Aujourd'hui, c'est pas flagrant dans notre société actuelle, mais ça a eu une importance dans le passé et à mon sens, ça aura une importance dans l'avenir. On en revient à nos fondamentaux et à cette première vidéo qui est pourquoi être une personne atypique, c'est pas un problème. D'abord, comprendre notre système nerveux. C'est la base, notre cerveau, comment il fonctionne. Et plus particulièrement, notre problématique a une réactivité neurophysiologique qui est très 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 importante. Une hyperactivation de l'amygdale qui a des conséquences. Et ça, c'est beaucoup de personnes atypiques, c'est le cas. Cette activation, en fait, cette hyperactivation de l'amygdale, elle va avoir une diminution de l'activation de notre cortex préfrontal. Donc, notre cortex préfrontal, quand il est sous-utilisé, on va vulgariser ça comme ça, il va avoir plusieurs dommages collatéraux qui vont apparaître à ce moment-là. Premier dommage, une altération des fonctions du fonctionnement cognitif. Donc ça c'est la base, c'est une difficulté au niveau de notre gestion émotionnelle. Une difficulté surtout en numéro 2 de notre prise de décision. On va avoir du mal à se mettre en action. Donc là encore une fois on se rend compte que cette difficulté à gérer ses émotions et à se mettre en action, ça ne va pas venir de notre volonté. Si tu ne comprends pas pourquoi tu as des difficultés à cette mise en action-là, cette mise en action, elle va être compliquée. Chez les normotypiques, moi je les appelle comme ça. Je sais qu'ils n'aiment pas ça, mais moi j'en ai rien à cogner. Pourquoi j'en ai rien à cogner? Parce que
pareil, sur beaucoup de personnes que j'ai eues au sein de mon cabinet, je remarque un trait similaire avec les personnes atypiques, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance. Le monde a été cruel avec nous, les gens ont été cruels avec nous, et nous on a encaissé toute notre vie. C'est pour ça que, à mon sens, on va arriver dans un processus de notre vie sur notre compréhension à nous-mêmes où on va se révolter par rapport à ça. Et c'est là que ça va être très important à conscientiser cette révolte, parce qu'elle n'est pas due à rien, cette révolte. Elle est due, à mon sens, à une très grande acceptation, à un encaissement qu'on a pu avoir durant tout notre parcours de vie, qui fait qu'à un moment donné, on va se rendre compte, parce qu'on a toujours été dans ce processus à se dire, bah ouais, le problème est moi. Pourquoi ? Parce que depuis le départ, on nous a dit, tu es le problème, tu as un problème. Voilà, tu n'es pas bon en orthographe, c'est parce que tu as un problème. Tu as trop d'émotions, donc c'est toi qui es le problème. Et on s'est culpabilisé par rapport à ça. Et à un moment donné de notre vie, on va se rendre compte justement qu'on est câblé différemment et que le problème, c'est pas forcément nous. On va avoir un autre gros point qui va être aussi important à mettre en lumière, c'est un problème au niveau de notre corporalité. Cette diminution d'activation de notre cortex préfrontal, il va avoir un impact direct sur notre schéma corporel. Pourquoi ? Parce que on a des stimuli intenses au niveau de cette boîte crânienne, on a un câblage particulier, et on est en permanence dans ce cerveau, dans ce monde intérieur. Et cette énergie qu'on va distribuer dans cette pensée, dans ce mode de fonctionnement, on ne va pas pouvoir la mettre ailleurs. On n'est pas une pile à capacité non plus exponentielle et je dirais infinie. Donc cette énergie, à un moment donné, si elle est trop omniprésente et trop diffuse dans des pensées, dans des adaptations et des suradaptations, ben, il y a un moment donné, il y a un truc qu'il va falloir qu'on mette de côté. Et généralement, chez les personnes atypiques, le premier truc qu'on met de côté, c'est notre corporalité, notre schéma corporel. Donc là, encore une fois, on ne se juge pas, mais on essaye d'avoir un regard neuf sur notre mode de fonctionnement. Plus on va commencer à être dans cette observation réelle, sans l'autoflagellation, plus on va commencer à trouver des solutions. Donc on commence à s'observer. Est-ce que je me bute souvent dans les objets, dans les meubles ? Est-ce que je me shoote souvent les doigts de pied dans les pieds de table, tu vois, des trucs comme ça ? Est-ce que quand je suis dans la rue, je bouscule les gens sans faire attention parce que je suis dans mes pensées ? Est-ce que ça, c'est des phénomènes qui arrivent régulièrement chez moi ? Ça peut laisser entendre que voilà, tu as un schéma corporel qui n'est pas vraiment conscientisé, qu'il va falloir renforcer. Il y a un autre phénomène aussi qui va être que peut-être dans ta vie, selon ton histoire, tu as eu des traumatismes importants, et on sait que les traumatismes forts vont peut-être créer en toi ce qu'on appelle un phénomène de dissociation. Soit par des chocs très profonds, qui ont été très violents, qui fait que ton cerveau, en fait, il n'a pas pu encaisser l'émotionnalité qui était tellement intense que, en fait, il a séparé ton mental, ton esprit et ta corporalité. Ce qui fait que ça a eu ce phénomène de dissociation. Autre point qu'on va avoir au niveau de notre système nerveux, c'est dans un premier temps l'hypervigilance, qui est souvent associée à notre singularité, et la mécanique de la surcharge. Donc ça, c'est deux phénomènes qu'il faut comprendre chez les personnes atypiques. En tant que personne atypique, on scanne beaucoup. On scanne, pourquoi ? Pour observer. Observer les micro-expressions. Observer les situations. Analyser à outrance pour essayer de prévoir un futur qui n'existe pas. Cette hypervigilance, c'est pour essayer de mieux répondre à des émotions, en se disant, voilà, j'ai un cerveau qui fonctionne vite, donc si j'essaie de tout analyser, peut-être que je vais trouver les meilleures réponses possibles et imaginables. Mais quand je fais ça, je m'use très très vite, et j'use énormément de batterie. Donc quand je suis dans cette hypervigilance-là, je suis en tension permanente. Biologiquement, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai un système végétatif en place qui va être saturé. Système limbique, en l'occurrence, je vais être toujours systématiquement dans cette hypervigilance, attention, qu'est-ce qui se passe ? Je suis toujours dans cette réaction émotionnelle, de manière inconsciente, mais j'y suis. Je vais être soit dans la fuite,
omniprésente. Vous avez beaucoup de personnes atypiques qui veulent pas de responsabilité, veulent pas de choix, ils sont toujours dans la fuite. Mais même quand ils sont dans cette fuite-là, il y a une homéostasie qui se crée en eux. Ou dans le combat, tout le temps. Ouais, voilà, je suis revendicatif, voilà. Encore une fois, quand on est toujours dans le trop, que ça soit dans cette polarité, dans l'un ou dans l'autre, c'est qu'il y a une problématique de fond. Cette hypervigilance, voilà, elle va nous amener à nous user trop rapidement. Et elle va sécréter aussi beaucoup de cortisol, l'hormone du stress. Donc ça va être une autre problématique qu'on va avoir à gérer. On va être des gens très très anxieux, très très stressés, avec un taux de cortisol qui pète des scores. Ce stress et cette anxiété, généralement on sait qu'elles sont focalisées sur le foie. Donc ça peut être un indicatif. Quand tu as des problèmes de foie, généralement, c'est un problème de gestion émotionnelle, notamment de la colère, de manière plus globale, mais aussi d'un stress qui arrive et qui est toujours omniprésent dans ta corporalité. Donc ça, encore une fois, c'est des pistes que tu peux travailler. Cette surcharge, on en a besoin. C'est ça qui est un truc de fou. C'est que nous, en fait, on est confortable dans l'inconfort. C'est pour ça que la procrastination, par exemple, elle fait partie de nous et de manière inhérente. Peut-être que toi, tu es efficace dans ton travail quand tu fais tout au dernier moment. Parce que tu crois et tu penses que cette surcharge, tu es efficace que dans cette surcharge-là. Parce que toute ta vie, tu as fonctionné comme ça. Encore une fois, cette surcharge, elle est liée à cette hypervigilance. Hein. L'un va avec l'autre. De manière inconsciente, tu la mets en place. Le travail encore de cette prise de conscience sur ta fonctionnalité, elle va être dans le fait de se dire, voilà, si moi je sais que je suis une personne atypique, je pense être une personne atypique, je vois que je suis efficace quand je suis dans la surcharge, dans le faire tout au dernier moment, parce que là, mon attentionnalité, elle est omniprésente, et là, je suis focus. Si tu es OK avec ça, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas encore conscient de ça, je t'invite à travailler sur cette interrogation et commencer à te poser des questions. Nous, on est dans une cohérence, en fait, dans cette hypervigilance, dans cette surcharge, dans ce mode de fonctionnement. Pour nous, c'est quelque chose de tout à fait normal. Les neurosciences, aujourd'hui, elles commencent à tirer vraiment cette singularité d'hypervigilance et de ce système de survie, on va dire, entre parenthèses. Système de survie qui est en relation souvent avec la créativité, avec l'intuition et avec la stratégie. Pourquoi je te développe ça? En début de vidéo, je te disais que cette couche de population était utile dans le passé et je pense qu'elle sera utile dans un futur assez proche. Pourquoi? Parce que dans un passé assez lointain, quand on était en tribu, plusieurs personnalités avaient des fonctionnalités au sein de cette tribu. Il y avait des chasseurs, il y avait des cueilleurs, il y avait des gens qui taillaient les outils, et il y avait des sentinelles aussi, qui étaient prédisposés à surveiller les alentours des camps et à essayer de percevoir les potentiels dangers qui pouvaient survenir et qui pouvaient avoir des dommages sur l'intégrité du groupe. Ça, les neurosciences, elles commencent à nous prouver qu'il y a des ADN qui sont cristallisés dans cette hypervigilance, cette survie. Et moi, c'est ma conviction profonde aujourd'hui, c'est que on est le résultat en fait de cette transmission génétique. Pourquoi on est différent et qu'on est montré du doigt aujourd'hui? Parce qu'on est dans un monde totalement sécuritaire aujourd'hui. Et il n'y a plus aucune utilité d'avoir des gens en hypervigilance. On a créé un monde sur des rails, en fait. On a créé un monde où on ne veut pas du tout de complexité. On veut que tout soit sécurisé. Et le problème de à mon sens, encore une fois, de cette omniprésence de sécurité, ça va aboutir à ce que les individus ne soient de moins en moins autonomes. On délègue en fait cette sécurité à des tiers. Aujourd'hui, t'achètes un micro-ondes, on est obligé de notifier qu'il ne faut pas mettre ton gamin dans le micro-ondes, il ne faut pas mettre d'animaux dans ton micro-ondes parce que ça peut être dangereux pour sa survie, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de bon sens. Et à mon avis, ce bon sens, il vient dans le fait qu'on a tout délégué aux autres et qu'on veut une sécurité optimum partout. C'est pour ça qu'on a aussi ce décalage vis-à-vis de la population. C'est que vu qu'on a un scan
et qu'on est câblé pour scanner les endroits où on est, par rapport à notre système végétatif, les différents axes de sortie, au cas où il y a un danger. On est capable aussi d'analyser les micro-expressions des gens qu'on a en face de nous. Tout ça dans un mode survie, eh ben on va être capable aussi par l'intermédiaire de tous ces mécanismes-là, d'observer de manière beaucoup plus précise les incohérences. Et pour nous, ça c'est le pompon du pompon, quoi. C'est-à-dire que remarquer une incohérence pour nous qui est d'une évidence sans nom, mais qui ne l'est pas forcément pour le reste. Et on a du mal à comprendre pourquoi c'est pas visible pour les yeux des autres. Bah, tout simplement parce que t'es pas câblé pareil. Dans notre quotidien, tout ça, ça va avoir cette conséquence de se dire on va être en décalage tout le temps. Pourquoi ? Parce que nous, on voit des choses que les autres ne voient pas. Non seulement les autres ne voient pas ces choses-là, mais quand on essaie de les apporter à la lumière aux autres, ils en ont strictement rien à foutre. Parce que c'est pas leur problème. Parce qu'ils veulent une ligne droite. Ils veulent de la sécurité. Et toi, t'arrives avec ta compréhension du monde, et tu veux leur foutre ça dans la gueule, mais c'est une agression pour eux. C'est une agression. Le problème, c'est que c'est naturel chez nous. Donc soit tu essayes toute ta vie de te caler à un monde qui ne sera jamais adapté à toi, soit tu essayes, et ce que je vais essayer de te transmettre à travers ces vidéos, de mieux te comprendre, et par cette compréhension-là, de mieux t'adapter un peu plus, en écoutant tes besoins, tes valeurs. Et être dans cette capacité de te dire, là je suis au top de ma forme, je peux aller dans le monde, je peux avoir des interactions, je peux donner des interactions. Pas n'importe qui, je choisis. Beaucoup de gens prennent notre gentillesse pour de la faiblesse. Et c'est le message que je veux porter aujourd'hui dans cette première vidéo. C'est pas parce qu'on est gentil qu'on est faible. C'est pas parce qu'on est gentil qu'on voit pas vos comportements vis-à-vis de nous. On le voit très bien. Généralement, et je sais pas si c'est vrai pour toi et si c'est comme ça que tu fonctionnes, mais quand on est blessé par un individu, au lieu de lui dire, nous on s'efface. Silence. Les gens sortent de notre vie. C'est violent. On peut comprendre que certaines personnes disent bah, « je comprends pas ». C'est normal qu'ils comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas cette finesse d'analyse, de se dire tiens, parce que nous on est dans notre délire en train de dire mais putain, là, je leur envoie des signaux, ils vont comprendre. Mais non, ils vont pas comprendre. Si c'est pas brut de décoffrage, et encore plus à notre époque, les gens n'ont rien à foutre de nous. Donc il va falloir passer par des processus où bah voilà, va falloir aller dans le choc, hein, à un moment donné, à mon sens. Hein. Parce que si tu vas pas dans ce choc-là, encore une fois, tu vas répondre à leurs besoins et pas à tes besoins. Donc automatiquement, il va y avoir de la casse. C'est obligé. Donc on va pas essayer de casser la baraque dès le départ. Dans un premier temps, avant d'essayer de mettre en action des comportements avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler, on va d'abord essayer de se comprendre. Donc là, bah voilà, comprendre ton cerveau, comprendre cette hypervigilance, cette fonctionnalité de surcharge, cette réactivité neurophysiologique, ce fonctionnement de cette amygdale, ce fonctionnement de ce cortex préfrontal. Et voilà quoi. Et de se dire, bah ouais, biologiquement, il y a un truc qui se passe dans ma tête. Voilà, je suis câblé comme ça. Ok, je peux pas le changer. Par contre, maintenant, je peux essayer de travailler avec. Et travailler mieux avec. Au lieu d'aller dans tous les sens, et là, ne faire que confiance à ton intuition et dire, ouais, l'intuition va me guider. Oh, l'intuition, elle va te guider quand tu vas savoir l'utiliser. Mais l'intuition non guidée, en fait, eh ben, elle va t'amener qu'à un seul endroit, dans le mur, comme le disait si bien notre ami Jean-Jacques. Voilà tout ce que je pouvais te dire pour cette première vidéo qui est peut-être un peu longue, mais c'est la première. Tout de suite maintenant, on va passer et je vais te donner juste un petit exercice à faire pour cette première vidéo et je vais te donner des exercices à chaque vidéo. C'est des petits exercices tout simples, mais on passe tout de suite à l'exercice. Allez go, c'est parti. Notre objectif de travail là, ça va être de se déculpabiliser. Tout simple.
Tu es atypique, tu penses que tu es atypique. On t'a rejeté pendant de nombreuses années. Tu es toujours en décalage, tu es toujours à côté. Les gens te le disent tout le temps. Ouais, tu es complètement à côté de tes pompes. Déculpabilise. On est chez soi peinard, dans un lieu calme. Et on va essayer, tout en fermant les yeux, de faire un scan intérieur. On va essayer de se focaliser sur de la biologie pure, simple. Quand on ferme les yeux, on part toujours, enfin moi je pars toujours de la respiration. Et vu que tu as une grande imagination, et ben maintenant cette imagination, tu vas essayer de la focaliser et de l'utiliser à bon escient. Cette imagination, tu vas essayer en fermant les yeux d'imaginer l'air qui rentre dans ta bouche, qui va dans tes poumons, qui se répartit dans tes poumons. Et puis quand tu souffles, elle se barre, elle va à l'extérieur. Et puis pendant 1 à 2 minutes, tu essaies de te concentrer que là-dessus. Vraiment profondément. Une fois que tu auras bien saisi cette respiration, tu vas peut-être poser tes mains sur tes genoux et puis tu vas essayer de sentir un léger picotement au niveau des mains. Peut-être des petites fourmis que tu peux avoir quand tu bouges pas les mains ou quand... Voilà, si tu es sur une chaise, c'est encore mieux. Tu peux mettre une main dans le vide et puis tu peux comparer la main qui est dans le vide et la main qui est posée sur mon genou là. La pesanteur, elle n'est pas la même. Le poids n'est pas le même. Et puis après, tu inverses les mains, tu vois. Tout ça pour commencer à diriger ton intentionnalité dans un premier temps, augmenter cette intentionnalité, et puis commencer à travailler ton schéma corporel. Par contre, ce que tu vas essayer de faire dans cette mise en application d'exercice, c'est que tu me chopes à un moment donné de ta journée précis. Si tu fais ça à 19h, parce que 19h c'est un moment sympa pour toi, c'est le calme, c'est nickel. Tous les jours, tu essaies de te caler sur 19h. Et pendant 5 minutes, tu fais cette respiration. Tous les jours, à 19h, 5 minutes. Et quoi qu'il en coûte, tu ne déroges aucunement à cette règle. 5 minutes, tous les jours. Il y a des jours où tu ne vas pas avoir envie. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra dire, c'est surtout à ce moment-là qu'il faut que je le fasse. Parce qu'au fur et à mesure des jours qui vont s'égrener, ton cerveau va se dire, ouais, c'est sympa quoi. Voilà quoi, il fait ses respirations, c'est cool. Puis à un moment donné, lui, vu qu'il est dans une projection de négation pour protéger, dans un processus de survie, comme on l'a vu ultérieurement, la survie qui est omniprésente chez toi, ben, il va dire arrête, c'est chiant quoi. C'est un chemin là qui est chiant, j'ai pas l'habitude de l'utiliser là, j'ai pas envie de renforcer ce chemin neuronal là. Arrête. Là, faudra commencer à rentrer un peu en lutte avec toi. Et cette petite lutte, il va falloir commencer à y être habitué. On n'a jamais rien sans rien. La société actuelle te vend le développement personnel, cette fumisterie sans nom. En se disant, tu vas te développer personnellement et ça va être la folie, on va s'éclater, on va nager dans l'eau claire et limpide, on va flotter sur des petits nuages. Bullshit. Ça veut rien dire. Développement personnel, ça veut absolument rien dire. La connaissance de soi, oui. Plus je me connais, plus je suis à même de connaître non seulement mes forces, mais surtout avant tout mes faiblesses. Quand je vais connaître ces 2 points-là, là je vais être une personne équilibrée. Mais juste en ce développement personnel, ça veut rien dire ça. Donc tu me zappes ça de ton esprit et tu commences à t'ancrer le phénomène de dire moi je veux me connaître. Je vais mettre le temps qu'il faut. Il n'est jamais trop tard. Dédramatise, déculpabilise, sois responsable de ton devenir surtout, ça va être très important, et commence à mettre en place de manière régulière ce petit exercice. Je te retrouve dans une prochaine vidéo, où là on va développer le phénomène de l'hypersensibilité. Qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité? Comment ça fonctionne? Mais en attendant, je t'invite à mettre en place ce petit exercice comme je te le disais précédemment, à liker cette vidéo, si c'est possible, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à me poser des questions, si tu as des questions. C'est tout ce que j'avais à te dire pour cette première vidéo. Je te remercie de ton attentionnalité, je te dis à la prochaine.
Je te fais des bisous, des bécos, et puis porte-toi bien. Allez, ciao!